Alors, premier concept qu'on va étudier ensemble, c'est la quantité d'énergie qui est transmise par le Soleil. Première chose qu'on note avec cette image qui représente les rayons solaires qui atteignent la Terre, c'est qu'il y a seulement 47% de l'énergie du Soleil qui atteint la Terre. Donc, c'est moins de la moitié qui est absorbée par la surface du sol. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi ce n'est pas 100%. D'abord, la latitude. Le fait que les rayons solaires ne frappent pas tous perpendiculairement. Donc, on sait que si les rayons solaires frappent perpendiculairement la surface du sol, ben, les rayons sont plus efficaces. Tandis que si les rayons arrivent avec un certain angle, ça perd de l'efficacité. Donc, la latitude est le premier facteur. Deuxième facteur, la couverture nuageuse. Il y a une certaine quantité de l'énergie qui va être soit carrément réfléchie par la couverture nuageuse, ou même absorbée par l'atmosphère, donc les gaz à effet de serre et la couverture nuageuse. Donc, ça influence également la quantité d'énergie qui parvient au Soleil. Dernier facteur, c'est la surface du sol. Si on prend par exemple ici, avec un phénomène qu'on appelle l'albédo, qui reflète les rayons du soleil à cause de la neige et de la glace. Mais si on a un sol qui est enneigé ou qui est composé de différentes substances, organiques ou non, ben, la quantité d'énergie ne sera pas pareille. Donc, la qualité du sol, la nature du sol vient influencer également notre quantité d'énergie solaire. Autre aspect intéressant du flux d'énergie solaire qui est présent au niveau de la Terre, mais si on regarde, nous, évidemment, au Québec, on est situé juste ici. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a plus de chaleur et d'énergie solaire le 21 juin versus le 21 décembre? Et ça, c'est notre perception. En réalité, à cause, d'abord, du fait que les rayons sont davantage perpendiculaires en juin qu'en décembre. Si on regarde ici, en juin, les rayons sont pratiquement perpendiculaires par rapport à l'hémisphère nord, tandis que le 21 décembre, ben, sont presque parallèles. Donc, l'angle avec lequel frappent les rayons solaires change la perception de la chaleur qu'on a. Ensuite de ça, ben, évidemment, il y a toute la quantité de rayons. Si on regarde le 21 juin, ben, on a une plus grande proportion de rayons solaires qui atteint l'hémisphère nord. Le 21 décembre, ben, c'est le contraire, c'est l'hémisphère sud qui possède une plus grande proportion des rayons. Tout ça est dû évidemment à l'inclinaison de la Terre, au solstice d'été et en hiver, évidemment, même principe. Alors, non seulement le Soleil permet justement toute cette énergie-là à la Terre, et évidemment, sans le Soleil, on oublie la vie sur Terre, mais le maintien de cette vie-là est aussi attribuable à ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, ce n'est pas nécessairement négatif. Oui, l'augmentation de l'effet de serre peut faire l'objet d'une analyse négative de la part de certains scientifiques, mais globalement, s'il n'y avait pas d'effet de serre, messieurs, dames, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pour avoir de l'effet de serre, ça prend des gaz. Ça prend des gaz à effet de serre. Ces gaz-là sont dans l'atmosphère et agissent de façon à ce que ces gaz-là retiennent une partie de la chaleur au niveau de la Terre, ce qui fait en sorte que la température est potable sur Terre. Je vais vous l'expliquer en classe plus précisément. Mais pour maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est que d'abord, il y a des gaz qui créent cet effet de serre-là qui sont d'origine naturelle. Alors évidemment, on peut lire clairement que ça ne dépend pas de l'homme. Ces gaz-là seraient présents au niveau de l'atmosphère sans nécessairement qu'il y ait l'espèce humaine sur Terre. Les gaz d'origine anthropique, eux, sont liés à la présence de l'homme directement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de façon naturelle, mais l'homme contribue à son augmentation de façon significative. Du moins, c'est ce que les données de certains scientifiques présentent. Les gaz à effet de serre, bien, vous les avez ici en proportion. On a d'abord la vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. Vous remarquez les concentrations en ppm. Quand on voit proportion, c'est évidemment la concentration globalement dans l'atmosphère. Alors, la vapeur d'eau, évidemment, c'est une origine naturelle. C'est le principal gaz à effet de serre, du moins, c'est celui qui est en plus grande concentration. Le dioxyde de carbone, le CO2, est celui qui est, il est présent à l'origine naturelle, mais son augmentation, sa présence aussi est augmentée par l'homme. On parle d'une concentration, le deuxième en termes de concentration.
Évidemment, quand on pense à effet de serre, quand on pense à changement climatique, ben, le premier responsable principalement serait le CO2. Le méthane est présent à l'origine de façon naturelle. Alors, on va en reparler plus précisément quand on va parler de la lithosphère du méthane. Et finalement, l'oxyde nitreux également, présence naturelle. Alors, voyons maintenant le processus relié à l'effet de serre. La première étape, c'est évidemment que les rayons du soleil, qu'on appelle le flux solaire, se rendent jusqu'à l'atmosphère. Une fois rendus à l'atmosphère, ben, les rayons traversent l'atmosphère et se rendent jusqu'à la Terre. Rendus à la Terre, ben, la surface de la Terre va se réchauffer. Alors, le numéro 1, on pourrait le représenter ici comme les rayons qui traversent l'atmosphère. Et le numéro 2, ben, ça serait notre Terre qui chauffe. Une fois que notre Terre a chauffé, tout corps qui chauffe, qui émet un rayonnement, évidemment, infrarouge. Ce rayonnement-là est donc réémis vers l'espace. Et c'est là que notre couche de gaz à effet de serre, qui est représentée par les pointillés, va entrer en jeu. Comme une toile ou une polythène qui serait installée sur une serre avec des plantes, par exemple, bien, l'énergie qui est réémise par la Terre va être bloquée par la couche de gaz à effet de serre, en partie. Donc, il y en a une certaine quantité qui est perdue. On va dire que, bon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais elle s'en va à l'extérieur de l'atmosphère. Et il y a une autre quantité de chaleur qui, elle, est réabsorbée. Alors, le numéro 4 serait littéralement ici. Numéro 4. Donc, c'est la couche de gaz à effet de serre qui réémet une partie, puis l'autre s'échappe vers l'espace. Au numéro 5, on dit les GES, les gaz à effet de serre, distribuent la chaleur dans l'atmosphère. Alors, au numéro 5, la quantité de rayons infrarouges qui est bloquée par la couche de gaz à effet de serre est réémise vers la Terre. C'est comme si la Terre chauffait une deuxième fois. Une fois que l'équilibre est atteint, ben, c'est-à-dire qu'il y a autant d'absorption que d'émission vers l'espace versus la réémission vers la Terre. Alors, on dit que l'équilibre est atteint. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une température au niveau de la Terre qui est stable, qui est globalement plus chaude que s'il n'y avait pas cette couche de gaz à effet de serre-là. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'homme est le seul responsable de l'augmentation de l'effet de serre? En réalité, non. Oui, c'est vrai que l'origine anthropique du CO2 vient accélérer le processus. Mais naturellement, l'effet de serre augmente avec l'augmentation de la vapeur d'eau. Regardons un exemple ici. On a un cours d'eau qui va bien représenter notre situation. Si on a une augmentation de la température atmosphérique, donc si la température augmente, évidemment, ben, comme on a des points d'eau quand même de façon importante sur Terre, ben, l'augmentation de la température fait en sorte que l'évaporation de l'eau dans l'atmosphère augmente également. Donc l'évaporation augmente. Si l'évaporation augmente, ben, on a plus d'H2O gazeux dans l'atmosphère. Donc le H2O gazeux augmentant, ben, l'effet de serre va augmenter aussi. Et là, si l'effet de serre augmente, ben, la température augmente, l'évaporation augmente, le H2O augmente. Donc, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Alors, ce phénomène porte un nom scientifique qu'on appelle la rétroaction positive par la vapeur d'eau. Passons maintenant aux masses d'air. Les masses d'air sont des volumes d'air qui sont relativement immenses, qui ont les mêmes caractéristiques au niveau de la température, du taux d'humidité et de la pression atmosphérique. Si on regarde, nous, au Québec, qui est situé juste ici, on est au croisement de 3 masses d'air. La continentale arctique, qui est très, 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 très froide, la continentale polaire, et qui est plutôt sec et froide, et la maritime polaire, qui, elle, est froide également, mais principalement un peu plus humide. Évidemment, tout cet air-là circule à la surface de la Terre le long de l'horizon.
C'est le premier type de circulation qu'on a. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ces masses d'air-là entrent en contact? Parce qu'à l'intérieur de ces grandes masses d'air-là, on a aussi des masses d'air un petit peu plus petites qui ont des caractéristiques similaires. Qu'est-ce qui arrive s'il y a présence d'air froid et que de l'air chaud se déplace? Bien, il y aura formation de ce qu'on appelle un front chaud. Un front chaud veut dire, comme nous l'illustre l'image, que l'air chaud, qui lui est plus léger et plus humide, va venir tranquillement, pas vite, embarquer par-dessus la masse d'air froid qui est présente. Ce que ça va générer, évidemment, comme on peut le remarquer ici, c'est de la condensation. Et cette condensation-là va se faire très lentement parce que l'air chaud va monter tranquillement par-dessus l'air froid. C'est synonyme de mauvais temps, c'est synonyme de précipitation également pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les nuages qui sont formés sont donc des nuages de mauvais temps. Le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec une masse d'air chaud qui est déjà présente sur un territoire. Et là, l'air froid arrive et entre en contact directement avec l'air chaud. Ce phénomène-là s'appelle un front froid, comme il est écrit juste ici. Alors l'air froid, qui lui principalement est un peu plus dense, donc se situe plus près du sol, va littéralement chasser la masse d'air chaud. On voit le sens des flèches ici, qui nous indique que l'air chaud va donc monter en altitude pour former des nuages qui vont ressembler plus à des colonnes verticales. Ces nuages en colonnes verticales-là vont être gorgés d'une très grande quantité d'énergie. Comme on a un contact entre de l'air chaud et de l'air froid, ben, on n'y échappera pas, il y aura également présence de précipitations. Comme il y a beaucoup d'énergie qui est associée au mouvement et à l'humidité qui monte en hauteur, ben on peut prévoir même des orages, des averses qui seront extrêmement violentes. Par contre, c'est synonyme du beau temps qui arrive. Fait que ces orages-là vont être de courte durée, vont être très intenses, mais après le passage d'un front froid, ben, c'est synonyme de beau temps. Donc, des éclaircies sont à prévoir quelques heures après les précipitations. En plus de se déplacer le long de l'horizon, l'air va se déplacer également de façon verticale, donc en hauteur. Ce qu'on peut voir ici sur le dessin, c'est qu'on a comme deux parties. D'abord, la partie de droite, qu'on appelle une zone de haute pression, aussi appelée dans le jargon météo un anticyclone. Alors, l'anticyclone, c'est une circulation de l'air qui va partir en hauteur. En fait, l'air va être descendant. Le vent va donc souffler du centre de la zone de haute pression vers les extrémités de la zone de haute pression. Généralement, les zones de haute pression sont synonymes de beau temps parce que l'air étant descendant, ce qu'on va avoir, c'est que le vent va éliminer la condensation de cette zone-là proche de la Terre, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir très peu de nuages, un air qui est plus sec et un soleil qui est plus présent. À gauche de l'image, on a de l'air ascendant qui est synonyme d'une zone de basse pression. Dans le jargon météo, on parle parfois de dépression. Et quand on parle de dépression au niveau météo, ben c'est une dépression aussi au niveau du moral des gens parce que c'est synonyme de mauvais temps. Alors l'air étant ascendant, l'air va monter, le vent va souffler de l'extérieur de la zone vers l'intérieur. Donc les gens qui vont être au centre de la zone de dépression vont subir le vent vraiment de façon assez impressionnante. D'ailleurs, quand une dépression se forme au-dessus d'un étendue d'eau à 27 degrés Celsius, ben, il y a des grands dangers qu'on ait formation d'un ouragan. Et si l'ouragan frappe la côte, ben, on connaît tous les conséquences, même si on ne le vit pas vraiment ici au Québec. Donc l'air en montant va se gorger d'humidité. L'air étant chaud, va se gorger également d'énergie et généralement, ben, ça va être synonyme de mauvais temps, de vent violent et de perturbations atmosphériques assez impressionnantes.